Comment devient-on écrivain ? Est-ce un choix, une nécessité ? Comment comprendre les origines de cette vocation et interpréter la trajectoire des auteurs, qu'ils soient écrivains, scénaristes, journalistes ou plumes politiques ? Je suis Aurélie Lévy et je vous propose dans mon podcast de découvrir l'autre versant de la vie d'auteur. La fabrique, ses secrets, ses questionnements, ses insécurités et ses moments de grâce. Bonjour Bérengère Cornu. Bonjour. Et merci d'avoir accepté mon invitation. Cette semaine, l'émission Écrire est à Besançon pour le festival incontournable de la rentrée littéraire, les 16, 17 et 18 septembre, dans toute la métropole du Grand Besançon. Vous pourrez y rencontrer plus de 200 auteurs de littérature générale, mais aussi de bandes dessinées de jeunesse. Près de 100 rencontres, des ateliers, lectures musicales, spectacles pour enfants, il y en a pour tous les goûts et l'entrée est gratuite. J'y étais l'an passé en tant qu'auteur et je suis très heureuse d'y revenir cette année pour m'entretenir avec les écrivains de cette rentrée, dont toi, Bérengère Cornu. Tu sors ton 5e roman, c'est ça, 5e ? Oui, si tu le dis, c'est que ça doit être ça, je compte pas trop. Oh la classe. Non mais c'est parce qu'il y a de la poésie aussi, des contes, des récits. Ouais, c'est ça. Ouais. Il s'intitule Zizi Cabane aux éditions Le Tripode. Ce livre parle de la disparition d'une mère et alors même que nous enregistrons cette émission, la reine d'Angleterre vient de mourir. C'est un événement qui émeut la planète. Alors plutôt que bien l'introduction que j'avais préparée pour cette émission, je vais simplement lire le post-scriptum de ton roman qui non seulement, les remerciements, qui non seulement est la meilleure introduction à notre conversation, mais aussi une façon insolite de célébrer la reine-mère, toutes les mères, et la poésie que suscite le deuil. Tu écris donc à la fin de ton livre à mes amis dont la mère est morte, à mes amis mères qui sont partis, aux nombreux pères partis, morts eux aussi, à tous les orphelins d'aujourd'hui et à ceux de demain, et à celles et ceux également qui n'ont pas d'enfants et qui en ont pourtant partout. À tous ces paysages roulés, ces parentés réinventés, ces traits tracés comme des lignes de crête à escalader, pour trouver non l'éternité, mais la paix joyeuse que l'on ressent parfois à marcher sur les contreforts de mon village où l'on est né. Ça donne le ton un peu, même si c'est la fin et les remerciements au fond. Je connaissais très, très mal ton travail. J'avais évidemment entendu parler de toi et c'est grâce à cette émission et au Festival de Besançon dont tu es originaire parce que tu es byzantine. Non, j'y habite depuis 8 ans, mais c'est un peu comme si j'en étais originaire parce que j'ai fait mes enfants là-bas, donc c'est pareil. Ouais, donc tu as des racines, ouais. Maintenant, j'ai des racines. Maintenant que mes enfants sont nés à Besançon, ça m'a donné des racines à Besançon. Et donc, j'ai découvert ta plume onirique qui est très singulière, où l'eau se mêle à la terre et aux lettres. Comment décrirais-tu ton univers, justement ? Le mot le plus évident, pour moi, il y a une forme d'onirisme, en fait, dans mon travail depuis les tout premiers textes. Et ça, que j'aille travailler avec sur les cultures de l'Arctique ou celles de l'Arizona ou celles de mes terres natales qui en fait sont les Yvelines en banlieue parisienne, mais avec des paysages proches de ceux dans j'ai lesquels grandi aussi dans les Yvelines. T'es où ça ? T'as grandi où ? Mais le roman parle de Sante-la-Jolie, mais j'étais à côté de Mantes-la-Jolie. Oui, moi aussi, près de Bréval. Moi, tu vois, incroyable. Et tout cet onirisme de Mantes-la-Jolie, incroyable. Oui, autour, c'est-à-dire qu'en fait, je pense que mon détour par les cultures amérindiennes... Alors, je vais expliquer un peu pour qu'on comprenne ce que tu es en train de dire. Tu es l'auteur donc de 5 romans et notamment née contente à Orabibi, dans l'Arizona, dans l'Arizona, le territoire Hopi, l'Arizona, qui va t'ensorceler. Enfin, tu dis avoir été ensorcelée par une tribu là-bas. Et tu vas raconter cette communauté à travers le regard d'une petite fille dont je n'arrive pas à prononcer le nom, mais je sais qu'il se traduit, qui est celle qui salue le soleil en riant. Tu racontes cette société amérindienne vieille de plusieurs siècles. Dans De pierre et d'eau, qui est ton avant-dernier roman, pour lequel tu as remporté d'ailleurs le prix Fnac en 2019, entre autres, tu nous emmènes dans les territoires arctiques, dans la peau d'une jeune Inuit, cette fois, séparée de sa famille. Je pense que l'onirisme est ce qui traverse sans doute tous mes livres depuis le premier. Et le détour que j'ai fait donc à travers les cultures inuites et amérindiennes a sans doute renforcé ce socle, j'allais dire, de symbolisme lié au paysage, en fait, très littéralement à la terre-mère. Et en fait, l'histoire que je raconte dans Zizi Cabane, c'est la disparition de la mère et en fait plutôt une naissance de la terre-mère.
C'est-à-dire qu'au sens le plus littéral du terme, cette mère qui disparaît redevient présente par le paysage qui entoure les enfants. Donc Zizi Cabane commence justement avec, au cœur de cette famille, on comprend que la mère est décédée. Elle a disparu. Moi-même, je suis pas certaine. Alors, au final, on pense qu'elle est probablement morte, mais comme je voulais éviter, toute forme de pathos, en fait, j'écris toujours des histoires de disparition ou de séparation. Mais j'allais dire, c'est le présupposé, c'est ce qui commence le roman, c'est pas ce qui le finit. Et en fait, c'est que toutes les aventures partent de cette disparition. Et en fait, ce sont toujours des disparitions qui lancent mes personnages sur les chemins, plutôt que de les enfermer sur eux-mêmes ou dans une forme de chagrin. Un peu comme dans ta vie d'ailleurs, puisque tu racontes ouvertement que la disparition de ton père a une grande influence sur ta vie. Oui, je pense que c'est un peu l'événement fondateur qui fait que, à partir de l'âge de 11 ans, je vis avec, à 11 ans, on comprend pas très bien, en fait, ce que c'est la mort. Enfin, je veux dire, on le vit pas, on voit pas ce que ça a de tragique, tout d'abord. Je sais pas si on comprend à aucun âge, en fait. Mais je pense encore moins à cette espèce enfin, en tout cas, dans l'enfance, je pense que ça, c'est encore plus abstrait et on est toujours en décalage, en fait, dans les émotions. Le jour où on comprend, que ce qui s'est passé est d'une certaine façon tragique, les gens autour de vous sont plus du tout dans cet état d'esprit, donc vous prenez un peu plus tard. J'ai grandi avec cette absence et je me suis aperçue que cette absence était une présence très forte, et toujours renouvelée. D'ailleurs, dans ton livre, les défunts parlent. Oui, 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 bien sûr, ils chantent même. Ouais. Donc cette mère disparue, elle va quelque part réapparaître au travers d'un esprit, au travers même d'une source d'eau qui jaillit dans les sous-sols de la maison, que partagent tous les membres de cette famille. C'est une façon très insolite de faire parler les défunts, justement, et en même temps de faire un rapprochement avec la terre-mère, comme tu dis. Oui, alors c'est vrai qu'en plus je dis que c'est la terre-mère, mais c'est vrai que dans le cas de dans Zizi Cabane, c'est plutôt une eau-mère, enfin une mer, transformée, elle apparaît sous la forme de plusieurs éléments, mais essentiellement l'eau effectivement, qui est comme une voix, un chant, quelque chose à la fois qui est enveloppant, menaçant aussi par moments, parce qu'en fait, c'est aussi l'histoire de Envahissante même parfois. envahissante et c'est aussi l'histoire de la nécessaire séparation aussi à un moment donné. C'est-à-dire que il faut cheminer avec cette absence-présence. Il faut pas non plus se laisser happer par elle. Et ils ont tous envie quand même aussi à un moment donné, à la fois d'être encore enveloppés par Odile et en même temps de s'en affranchir. Et ils vont tous prendre des chemins différents. C'était ça qui était important aussi Alors, pour moi. ouais, absolument, parce que alors, ce qui est intéressant aussi dans ton livre, parce que tu parlais d'être happé, on est happé dans cette histoire. Alors je sais que ceux qui vont nous entendre, nous écouter, vont peut-être se demander exactement de quoi on parle, parce qu'il y a quelque chose de très abstrait dans tout ce qu'on raconte, mais il faut y être, faut rentrer dans ce livre. On est pris par ce courant, justement, ce courant métaphorique et bien réel, parce il existe dans cette maison, ce courant d'eau. Et comme tu le dis, donc tous les personnages vont réagir différemment à tout ce qui se passe dans cette maison, et surtout tous les personnages ont une voix dans ce livre. Alors, soliloque, point de vue, je ne saurais pas comment le décrire, mais chaque personnage à un moment donné intervient. On se demande même, par moments, c'est presque aussi un roman épistolaire, parce qu'on ne sait pas si ce sont des monologues ou des lettres qui s'envoient les uns aux autres. Ça varie, effectivement. Il y a quelqu'un qui a utilisé l'autre jour le mot de roman choral. C'est vrai qu'il y a un peu ça, sauf qu'en fait, ils chantent pas, ils n'ont pas le même diapason. On va dire que principalement, c'est quand même Zizi Cabane, l'enfant la plus jeune, qui nous raconte le principal, en disant qu'elle se souvient de tout, alors qu'en fait, elle se souvient de très peu de choses. Et ensuite, oui, c'est au gré de lettres envoyées à quelqu'un de la famille, c'est un peu le journal peut-être de Fernand, du père. En gros, ils sont tous plus ou moins fous de chagrin à certains moments. Mais j'allais dire, c'est plus la folie qui compte que le chagrin. C'est-à-dire qu'en fait, dans cette folie, ils explosent un peu leurs propres limites, ils explosent un peu leurs propres limitations. C'est-à-dire que, voilà, Chiffon, le frère cadet, lui dessine des cartes de façon un peu compulsive sur des chiffons qu'il trouve. D'où son prénom, parce qu'ils ont tous des noms, alors il faut le dire aussi. Parce qu'on va expliquer Zizi Cabane, tous tes personnages ont des noms très insolites, très originaux. Comment tu justifies ça auprès de ton éditeur? J'ai lu ça, je me suis dit... C'est au début que
j'allais commencer le texte, je lui ai dit: «Tu sais, je me lance dans un roman, un nouveau Comment texte». s'appelle-t-il? Parce que dans cette émission, j'aime bien nommer les éditeurs, les Frédéric accompagnateurs. Martin, voilà, Frédéric Martin, des d'accord. éditions du Tripode Ouais. et donc je lui explique C'est que le même éditeur depuis longtemps? c'est le même éditeur depuis longtemps. Alors tu lui expliques comment tu lui as expliqué? Parce que franchement, j'aurais bien aimé être dans cette conversation. Justement, je Raison. pense que voilà, je lui dis: «Tu sais, je me lance dans un nouveau texte», donc et je lui dis: «Je sais déjà», qui s'appelle Zizi Cabane et il me dit: «Écoute, c'est formidable, dans ma vie, j'ai en tant qu'éditeur, j'ai toujours eu deux rêves, c'est publier un roman qui s'appelle Zizi Cabane et publier un livre de cuisine». Donc je lui ai dit: «Écoute, je peux remplir un des 2, une des 2 missions, elle est pour moi». Et comme je suis pas très bonne en cuisine, voilà, ce serait Zizi Cabane. En fait, c'est une expression qui a eu cours dans ma famille à un moment donné, parce que donc j'ai 3 enfants et mon fils aîné, quand il avait 2 ans et demi, il parlait à peine, me voit un jour dans la salle de bain et avec son langage commençant, me dit simplement: «Zizi cassé» et je lui dis: «Mais non, enfin, ça va pas ou quoi?» Et donc je suis obligée de lui expliquer que non, c'est pas je suis pas un zizi cassé. J'étais déjà en train de travailler sur les cultures amérindiennes. Je pense que je sais pas si je lui disais déjà Yakari, mais il y avait quand même déjà chez moi et donc je lui dis: «Écoute, pour t'expliquer, voilà, les garçons, on peut dire qu'ils ont un zizi totem et les filles ont un zizi cabane, mais c'est pas une absence de zizi». C'était m'embêtait qu'ils puissent penser ça. Du coup, c'est devenu une expression, dans la famille, heu et puis, en fait, assez vite, quand je pense qu'à l'époque, j'avais déjà cette idée. En fait, au départ, mon idée, c'était d'écrire un roman sur une famille, tout à fait comme ça et au début, je pensais que la présence de la mère se limiterait à la maison. Donc c'est drôle parce que c'est aussi une expression, du langage courant, la maison mère. Bon et finalement, c'est devenu la terre mère, ça s'est étendu au paysage. Mais il y avait cette volonté, voilà, d'écrire, cette famille et donc à partir du moment où un des personnages s'appelait Zizi Cabane, il fallait que les autres arrivent aussi à ce niveau, on va dire. Je pense que je flirte beaucoup avec l'univers des contes en permanence dans mes romans et les mythes aussi, et la poésie un peu. Ouais et alors c'est très étrange parce que dans ton travail, tu n'épouses aucun style, tu as une grande liberté, tu passes d'un décor à un autre, d'une forme narrative à l'autre, c'est et puis tu manies l'italique de façon aussi très originale. Oui, je pense que je varie, les formes avec une certaine liberté. C'est-à-dire qu'en fait, même si la contrainte souvent est très bonne en littérature, enfin en écriture. Tu as fait des études littéraires? Parce que je te Oui, j'ai trouve fait des études littéraires, ouais, ouais. Et par exemple, un de mes sujets mon sujet de maîtrise, c'était, les différentes formes du jeu, J-E, dans l'œuvre d'Henri Michaud. Et déjà à cette époque-là, je crois que j'explorais déjà en fait cette façon de traverser les genres, de pas se tenir à un seul genre. Et par exemple chez Michaud, il explose le jeu, c'est-à-dire que le jeu est pas le jeu de son individu, c'est pas un jeu biographique, mais c'est un jeu poétique, c'est un jeu de journal de voyage, c'est un jeu, de j'allais dire de narration poétique, de posture parfois, de théâtre, et je crois que moi j'ai gardé cet intérêt, voilà, d'un voyage entre les genres. J'aime pas les frontières hermétiques entre les genres et j'ai besoin de ça moi en écriture. tu as aussi beaucoup besoin de voyager physiquement, j'ai l'impression, parce qu'en voyant ta bio, il y a quand même eu de sacrés périples. Est-ce qu'on se cherche pas soi aussi à Si. travers? Ah si, moi j'ai aucun c'est pour ça que je veux pas du tout, qu'on me qualifie d'écrivaine voyageuse parce que, je me sens pas du tout comme ça. C'est-à-dire que je fais vraiment un travail littéraire et en fait, même si je voyage, quand je peux, le plus souvent possible, mon travail est avant tout littéraire. Mais c'est vrai que j'aime bien me projeter en tout cas du coup pour mon travail d'écriture, j'aime bien me projeter, dans des univers qui sont le plus étrangers possible, peut-être pour me redécouvrir moi-même et Qu'est-ce que tu as découvert sur toi en écrivant ce livre? oh bah là, sur Zizi Cabane, c'est en plus, voilà, je suis mère de 3 enfants, donc en fait, ce que j'ai découvert de moi-même, je pense que enfin, c'est même je l'ai pas découvert, je suis allée à la rencontre de ma propre mort, en fait, de ma disparition. Moi, j'ai eu le sentiment, Bérengère, qu'il y avait quelque chose de l'ordre du testament aussi. Oui, C'est-à-dire oui, bien sûr. et cette histoire de Zizi Cabane, je me suis demandé si c'était pas une façon de préserver les tiens de ta potentielle, mort justement, Mmh. de ta potentielle absence un jour et que ce livre était ta manière de t'assurer que tout ce dont tu avais souffert ne ce serait pas le cas pour tes enfants. Enfin, oui, une sorte de testament, une sorte de legs, de contes qu'ils puissent garder en eux et puis aussi une manière de t'assurer que même quand tu seras plus là, ils pourront continuer à communiquer avec toi. Oui, oui, je crois que très clairement, enfin, puis en plus, enfin, c'est d'autant je peux d'autant moins le nier
que je vais atteindre l'an prochain l'âge que mon père avait quand il est mort. Donc en fait, il y a vraiment ce seuil, il y a un seuil très, très clair. Autant des fois, je sais pas très bien ce que je fais quand j'écris, autant là, cette dimension-là, elle m'est apparue, de façon assez, consciente. Enfin voilà, il y avait pas je l'ai même écrit enceinte. En fait, j'ai commencé à écrire le roman quand j'ai appris que j'étais enceinte et je l'ai fini quand mon enfant avait 6 mois. Il est même mon troisième fils est né au milieu de la Donc en fait, rédaction du roman, donc oui, oui, c'est très ton clairement. corps, la maison qui avait été traversée par Oui, c'est ce possible. c'est ton propre corps, on dirait, qui avait été traversé par cette rivière, enfin ce courant d'eau, en fait. Oui, oui, enfin, voilà, symboliquement, ça peut vraiment être plein de choses et en plus, moi qui suis assez pudique, en fait, sur ces histoires-là, là, je m'en cache pas parce que, bon, d'une part, ça serait grotesque tellement c'est évident pour les gens Ouais, qui c'est me connaissent, édifiant, ouais. mais en plus, c'est que j'en fais, j'en fais quelque chose d'universel, en fait, parce que je pense qu'à partir du moment où moi, j'ai jamais eu trop peur de mourir. À partir du moment où on met des enfants au monde, la question se pose un peu différemment. On est obligé de penser différemment, on peut plus, Oui et puis cette présence, de la mère, en fait, c'est son esprit aussi Mmh. qu'on sent, qui transpire à travers le livre. Mmh. Elle protège un peu ses enfants qui vont tous, vivre plus ou moins bien, sa disparition, se construire sur cette disparition. Elle va carrément conditionner leur vocation. C'est rassurant de se dire, aussi qu'il y a cette espèce d'esprit bienveillant qui sait, qui veille. Oui, et je vais même en fait un petit peu plus loin, c'est que je pense que cette idée donc du deuil, donc de la disparition qui est souvent vécue, à raison, hein, je veux dire comme un traumatisme, genre dans la vraie vie, c'est forcément un traumatisme, c'est forcément, de la tristesse, une forme de détresse et cetera et en littérature, on peut tisser autre chose en fait et moi, avec le recul, qui est le mien, parce que j'ai perdu mon père, mais j'ai perdu pas mal de gens, dans ma vie. Tu as encore ta mère? J'ai encore ma mère et mon frère. Elle a lu le livre? Pas encore. Ah, je me demande ce qu'elle en pensera. Bah, moi aussi. Mais, je trouve ça chouette qu'elle prenne son temps, en fait. Surtout que c'est quand même dans les paysages où j'ai grandi, donc c'est des paysages qu'on a partagés et mon expérience maintenant, avec du recul par rapport à la mort de mon père et à la mort d'un certain nombre de personnes, à la fois dans ma famille et des gens qui m'ont été très proches. En même temps, quand on a l'habitude d'avoir des amis beaucoup plus âgés, c'est quelque chose auquel on s'expose. Mais justement, je pense que moi, j'avais pas cette peur de la perte puisque je sais comment faire avec ça. Et ce que je trouve beau avec les années qui passent, c'est qu'en fait, on voit que moi, je me sens, façonnée, en fait, par toutes les rencontres et par toutes ces personnes qui m'ont aimée, que j'ai aimée, qui ont disparu, mais en fait, elles survivent en moi, c'est assez évident, Si enfin. tant est qu'il n'y ait pas de non-dit, parce qu'il y a aussi cette notion dans ton livre du non-dit qui sclérose, Oui, c'est ça et et ça c'est quelque c'est chose un que sujet je qui m'intéresse beaucoup parce que mon propre père, a perdu son père très jeune et dès lors que son père est mort, on n'a plus jamais prononcé son mmh, nom. Il y a une espèce de d'omerta. mmh, Lui-même ne savait pas s'il pouvait en parler ou pas, mais et le non-dit peut vraiment tuer l'âme. Enfin, ça peut vraiment, en tout cas, tuer l'âme, c'est un grand mot. étouffée, Étouffer étouffée. et oui, absolument. Oui, oui, mais c'est un peu ce qui se passe pour Zizi. C'est-à-dire que Zizi, comme elle est trop petite quand sa mère disparaît, pour comprendre qu'en fait qu'elle a vraiment disparu et qu'elle ne reviendra pas, le fait qu'on retrouve pas Odile, ni vivante ni morte, ça laisse la place à tous les fantasmes. Donc en fait, chacun, je pense, entretient une dose d'espoir, proportionnelle à son âge. Je pense que Fernand, c'est assez vite qu'elle reviendra pas. Les garçons qui sont plus âgés que Zizi, pour eux, c'est peut-être moins clair, mais quand même, pour le fils aîné, c'est assez clair assez vite. Et Zizi, c'est pas son cas et en fait, elle vit avec tout ça, elle vit avec sa propre absence de mémoire. Avec une certaine joie de vivre, mais qui recèle en fait Oui, une f un vide. oui, voilà, c'est ça, un vide et au final, sa libération à elle ne pourra advenir que quand un jour, ils décideront collectivement de le dire une bonne fois pour toutes. Parce qu'en fait, il va lui arriver des choses à Zizi Cabane, j'ai pas envie de tout dévoiler, Non, il faut parce pas qu'il faut tout dire. vraiment rentrer dedans, mais il va lui arriver des choses, Mmh, elle va en perdre même jusqu'à sa propre chair, mais elle va s'en remettre à partir du moment où elle nomme, où elle dit que sa mère est morte, elle va revenir à la vie en fait. mmh. Oui, c'est ça, elle va repasser dans une dimension, elle va reprendre un peu aussi les rênes de sa vie et puis tout en partant très loin, c'est la question des voyages qu'on abordait tout à l'heure. C'est pour ça que moi je pense qu'on part à la découverte de soi-même, Je peux raconter une anecdote parce que je pense qu'elle est assez significative, c'est que Tu vas me dire que tu as pris de l'ayahuasca? non, pas du tout. En fait, j'ai découvert la culture inuite
quand j'étais, au Nouveau-Mexique et dans l'Arizona, aussi paradoxal que ça puisse paraître. Un lieu magnifique. Tu étais près d'Albuquerque aussi, j'ai Oui, vu. c'est ça, ouais, j'ai passé pas mal Magnifique, de c'est là temps. qu'Edward Weston a fait toute sa Mmh, photographie. C'est mmh vraiment mh. très Voilà, donc c'était la première fois que je voyais un désert et il se trouve que j'ai aussi découvert l'art inuit en étant dans ces contrées désertiques et chaudes, donc c'est un peu paradoxal, mais je pense que si, il y a eu un genre de complémentarité aussi et donc quand j'ai commencé à travailler sur l'Arctique, j'ai cru le faire, complètement librement. Pendant des années, je me suis documentée. J'ai fait le choix de pas y aller justement pour pas qu'il y ait cette confusion entre un travail, ethnographique ou d'écrivain voyageur que je me sens pas être. D'ailleurs, tu racontes, c'est assez drôle que eux, comme ils décrivent leur famille, il y a toujours un anthropologue, c'est ça quand on... On dit il y a une blague en fait qui circule dans le milieu à la fois inuit et anthropologue, c'est quand la structure classique d'une famille inuit, c'est 5 personnes: un père, une mère, 2 enfants et un anthropologue. Tellement ils sont Tellement étudiés. ils sont étudiés. Donc, tu fais le choix de ne pas y aller. Donc je fais le choix de ne pas y aller et puis, et j'ai l'impression de le faire, de faire tout ça en totale liberté et puis à la fin de la rédaction du roman, je me retrouve en résidence au Muséum d'histoire naturelle et chose que je n'avais pas faite trop, je me mets à lire parce qu'en fait, en plus, je choisis toujours des chemins de traverse, c'est-à-dire que je vais pas vers les auteurs les plus connus, donc je n'avais pas lu Jean Mallory, je n'avais pas lu Paul-Émile Victor, mais je me retrouve dans le fonds polaire Jean Mallory, qui contient 30 000 ouvrages, et je me retrouve dans les archives, et dans le fonds d'archives, à la fois d'objets et de documents de Paul-Émile Victor. Et parmi les objets que Paul-Émile Victor a ramenés de la côte est du Groenland, je trouve des jeux de ficelle. Je vois ces jeux de ficelle, donc ils sont des pièces, des anneaux, soit en pierre, soit en os. Voilà, ce sont des jeux d'agilité. Et je suis très troublée parce que, en fait, ces jeux sont ceux avec lesquels j'ai joué enfant, parce que mon père, qui était prof dans une école technique, faisait faire à ses élèves, comme réalisation, ce type d'objet. Je suis quand même un peu troublée parce que c'est pas très courant comme truc, c'est assez basique. Et donc j'en parle à mon frère qui a 10 ans de plus que moi. Et mon frère me dit, il me dit: «Oui, oui, enfin, tu te souviens pas que notre père regardait, Paul-Émile Victor à la télévision et qu'il était Incroyable. La vraiment transmission fasciné, inconsciente, c'est fou. à la fois, par les objets» et donc lui, certainement que les livres de Paul-Émile Victor, il les a lus, consultés, au point de fabriquer des objets. Voilà, et c'est un peu troublant quand ça arrive, Troublant ou rassurant? les 2, un peu troublant d'abord et puis rassurant après et parce que oui, on a l'impression d'évoluer, tout ça est très cohérent, en fait. Et puis, il y a plein de dimensions à la communication. Il y a plein Oui, oui. de biais de communication qui sont invisibles. C'est ça, et maintenant j'ai accepté l'idée. C'est peut-être ça la découverte que j'ai faite au contact des cultures amérindiennes. Moi, je me définissais comme quelqu'un de très rationnel et j'accepte maintenant qu'il y a une part d'invisible dans nos vies, qui est, voilà, et sans basculer dans un ésotérisme à tout rompre, en fait, tout simplement, on peut accueillir des signes, voilà, sans sauter au plafond, mais très calmement accepter qu'on est mû par des choses dont on n'a pas conscience, tout simplement. Comment tu parlais tout à l'heure des recherches que tu fais. Tu peux me raconter un peu comment tu cadres ton travail, ta journée de travail type? Est-ce que tu fais de longues recherches et puis après tu as une phase de rédaction et tu t'isoles un petit peu? Est-ce que tu fais du 9 à 5? Enfin, comment tu... Je fais du 9 à 16, 4 jours par semaine. Avant d'avoir des enfants, je travaillais un peu tout le temps, le soir, la nuit, par exemple. Maintenant, c'est plus possible et donc oui, c'est assez contraint par mes horaires familiaux, mais justement, en fait, c'est aussi très excitant parce que on est obligé d'être dans une acuité, forte puisque dès qu'on est un peu libre pour travailler, il faut le faire. Et en même temps, souvent, il y a des années d'infusion, en fait, avant l'écriture d'un roman. En fait, quel que soit sauf à 2 exceptions près, où il y a un texte que j'ai écrit en 3 semaines et l'autre en 3 mois, tous les autres m'ont pris entre 5 et 7 ans. C'est-à-dire qu'entre le moment où j'ai l'idée et le moment où le roman est prêt à être publié, voilà, c'est toujours entre 5 et 7 ans. Et généralement, ce qui se passe, c'est pendant que je suis en train de rédiger un roman, et c'est ce qui s'est passé pour Zizi Cabane, par exemple. Pendant que je suis en train d'écrire un roman, à peu près à la moitié, il y a quelque chose qui germe pour le suivant. Et je sais que je ne me mettrai pas à écrire dessus avant 3 ans. Comme maintenant, ça fait, oui, je pense que en tout, j'ai dû publier une dizaine de livres. Et sur les romans, surtout, maintenant, je commence à avoir un peu de recul. Et je vois bien que le processus est toujours un peu le même. Est-ce que tu sais où tu vas? Tu connais le début, le milieu, la fin de ton histoire? Ou est-ce qu'elle... Quand j'ai l'impression de savoir, des fois je dis: «Ça y est, je l'ai». Ça m'est arrivé, notamment pour Deux pierres et d'os. Donc j'avais l'impression d'avoir l'ensemble du roman. Concrètement, ça tenait en 10 lignes.
Et après, il fallait écrire les 250 pages qui allaient mais déjà, pour moi, c'était déjà incroyable d'avoir ces 10 lignes-là, parce que j'avais un sursquelette, on va dire, enfin l'esquisse d'un squelette et c'était déjà beaucoup. Et par exemple, pour Zizi Cabane, le simple fait déjà de savoir qu'il y avait une famille, 5 personnes dans cette famille nucléaire, et de savoir que la maison allait se transformer, voilà et c'était déjà énorme pour moi. Pour moi, j'ai déjà l'impression de savoir où je vais, mais vous voyez, ça tient en 3 lignes. En tout cas, c'est très réussi et passionnant. Bravo. Merci. On arrive à la fin de l'émission. Je voulais juste te poser une dernière question. À la fin de ton livre, tu racontes comment Zizi Cabane a été privée de mémoire d'une certaine façon. Je me demandais comment tu voulais qu'on se souvienne de toi. Tout à l'heure, tu parlais de roman testament. Si on m'assimile à la figure d'Odile, qui est une voix en fait, qui est une voix à la fois enveloppante et un peu sauvage, je crois que ça me conviendrait. Ça serait très beau déjà. En tout cas, on aura tes livres. Merci pour ce dernier et merci d'être venu passer ce moment avec moi. Merci à beaucoup. toi, Aurélie. Et belle route pour le livre. Merci.